L'ambiguïté, c'est un outil incroyablement puissant, mais aussi, on va le voir, terriblement dangereux. C'est un outil qui a été utilisé pour gérer les plus grands risques auxquels notre planète a été confrontée. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette fameuse stratégie de l'incertitude et voir comment elle a façonné notre monde, de la menace nucléaire jusqu'à la diplomatie environnementale. Cette phrase du cardinal de Retz, elle donne le ton, n'est-ce pas? C'est une sorte d'avertissement. Elle nous dit que le flou, qu'il soit intentionnel ou non, finit toujours par avoir des conséquences, et souvent des conséquences lourdes. Alors, voilà le programme. On va commencer par la stratégie nucléaire, pour bien comprendre de quoi on parle. Ensuite, on verra à quel point c'est un jeu risqué. Puis, on va complètement changer de décor pour aborder une menace très différente et finir par se demander quel modèle on devrait choisir pour notre avenir. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour commencer, il faut vraiment comprendre comment cette idée d'ambiguïté calculée est devenue la pierre angulaire de la stratégie des grandes puissances, surtout pendant la guerre froide. La dissuasion, au fond, c'est bien plus qu'une simple question de force militaire. C'est avant tout un jeu psychologique, un jeu de perception. Et Kissinger l'a résumé de façon magistrale. Il faut avoir la puissance, bien sûr, mais aussi la volonté de s'en servir. Et surtout, il faut que l'adversaire soit convaincu de ces deux points. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment la doctrine militaire américaine, par exemple, a formalisé ça avec les 3 C. D'abord les capacités, c'est l'arsenal, ce que l'on possède. Ensuite la crédibilité, est-ce qu'on est prêt à s'en servir? Et enfin la communication, comment s'assurer que le message est bien reçu par l'adversaire. Les 3 sont absolument indissociables. Et c'est précisément là que l'ambiguïté devient une arme. Elle a été volontairement tissée à tous les niveaux de la stratégie. Les fameuses lignes rouges n'étaient jamais totalement claires. La politique sur l'utilisation des armes en premier restait volontairement floue. Et dans certains cas, comme celui d'Israël, même la possession de l'arme nucléaire était un secret de polichinelle. L'objectif était toujours le même, maintenir l'adversaire dans le doute. C'est tout le paradoxe qui est au cœur de la dissuasion. C'est l'idée que l'incertitude rend la menace plus crédible, et non pas moins. C'est l'idée que la simple possibilité d'une riposte foudroyante, cette épée de Damoclès, est une arme psychologique bien plus efficace que la promesse d'une réponse automatique et certaine. Mais il faut être lucide. Cette stratégie, c'est une arme à double tranchant. Et elle peut mener, et a mené, à des erreurs d'interprétation absolument catastrophiques. Le problème, c'est que la même ambiguïté qui est censée paralyser l'adversaire peut en fait l'encourager. Il peut être tenté de tester les limites, de grignoter du terrain petit à petit, en se disant que chaque petite provocation est trop insignifiante pour justifier la riposte ultime. C'est ce qu'on appelle la tactique du salami. Et l'exercice Able Archer 83 est sans doute l'illustration la plus terrifiante de ce danger. En 1983, l'OTAN lance une simulation d'attaque nucléaire, mais elle est tellement réaliste que les Soviétiques ont cru à une véritable attaque imminente. Les signaux ont été complètement mal interprétés et les deux camps se sont retrouvés à 2 doigts d'une guerre nucléaire, non pas par choix, mais par accident. Cette question, elle fait froid dans le dos, parce qu'elle rend ce risque, qui peut paraître abstrait, tout à fait concret. Un malentendu, une lecture erronée des intentions de l'autre, et l'irréparable aurait pu se produire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde a changé. Le paysage stratégique n'est plus du tout celui de la guerre froide. On est entré dans ce que certains experts appellent le 3e âge nucléaire. Aujourd'hui, l'équation est bien plus compliquée que le simple face-à-face entre 2 superpuissances. Il y a beaucoup plus de pays qui ont l'arme nucléaire. Il y a des nouvelles technologies comme l'IA ou les cyberattaques qui rendent les systèmes de commandement beaucoup plus fragiles. Et les conflits se déplacent dans des domaines comme le cyberespace, où il est parfois impossible de savoir qui est vraiment l'attaquant. Ok, on a parlé du nucléaire, mais la menace nucléaire n'est pas le seul risque existentiel qui pèse sur nous. Que se passe-t-il quand l'ennemi n'est pas une autre nation, mais une crise environnementale globale? Eh bien là, il faut changer complètement de logiciel stratégique. Ce changement de perspective est absolument fondamental. Face à un risque global d'une nature totalement différente, il a fallu inventer une approche stratégique qui n'avait plus rien à voir avec la dissuasion. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a un modèle bâti sur le secret, la menace et la peur. Et de l'autre, un modèle qui repose sur des principes totalement opposés, la clarté, la transparence et oui, la confiance. On a vraiment 2 mondes. Et c'est là qu'on découvre une alternative vraiment puissante à l'ambiguïté. C'est ce processus, lent et difficile, qui consiste à construire un consensus international, non pas par la peur, mais par la clarté. Le protocole de Montréal, c'est un cas d'école. Face aux trous dans la couche d'ozone, puis plus tard à d'autres gaz, la communauté internationale a suivi une recette très claire. D'abord, des données scientifiques solides sur la table. Ensuite, on se met d'accord sur des objectifs chiffrés.
On aide financièrement ceux qui ont plus de mal à suivre. Et surtout, on accepte de revoir sa copie à mesure que la science progresse. Et voilà la clé. C'est ça qui est fondamental. Contrairement à la peur qui paralyse, la clarté, ici, a été un moteur d'innovation. En fixant des règles du jeu claires et prévisibles, le protocole a donné au monde économique la visibilité nécessaire pour investir, s'adapter et trouver des solutions. Alors, maintenant, essayons de rassembler tout ça. On a vu ces deux modèles très différents. Qu'est-ce que ça nous dit sur les défis qui nous attendent aujourd'hui? L'urgence, elle est là. L'horloge de l'apocalypse, qui mesure les risques nucléaires mais aussi climatiques, est réglée sur 90 secondes avant minuit. Symboliquement, on n'a jamais été aussi près du point de rupture. Le choix fondamental, au fond, il est là, entre ces deux approches. D'un côté, on a l'ancienne stratégie de l'ambiguïté calculée, un héritage de la guerre froide, et de l'autre, on a ce nouveau modèle, celui de la clarté négociée. Et c'est la question qui résume tout notre dilemme. Est-ce que cet outil, qui a peut-être servi à maintenir une paix fragile pendant des décennies, est encore adapté aux menaces d'aujourd'hui qui sont bien plus complexes et interconnectées? L'ambiguïté, aujourd'hui, est-elle une force ou une faiblesse? Il n'y a pas de réponse facile, évidemment, mais la façon dont on répondra collectivement à cette question, ça va définir notre sécurité pour les décennies à venir. Ce choix entre la peur qui paralyse et la confiance qui unit, entre le flou qui dissuade et la clarté qui permet d'agir ensemble, ce n'est pas juste un choix stratégique, c'est peut-être le plus grand défi de notre temps.